Je m'appelle Grant Abens. En 2012, j'avais 15 ans et c'était la fin de ma première année de lycée. C'était un été génial, un des plus sympas de ma vie. À 15 ans, on commence à grandir, mais on n'a pas l'âge d'avoir les responsabilités d'un vrai travail et ce genre de choses. J'avais tout l'été pour m'entraîner et être prêt pour la saison suivante. Je pratiquais 5 sports et j'étais dans l'équipe du lycée dans chacun d'entre eux. J'étais au top de ma forme. Je n'avais pas que des amis dans le sport. Je m'entendais avec tout le monde. Je n'aimais pas rester dans un seul groupe. Je passais des uns aux autres. Je me servais de Facebook pour rester en contact avec mes amis pendant tout l'été. Alors, quand je recevais des invitations, je les acceptais facilement, du moment qu'on avait au moins un ami ou deux en commun. Un jour, cet été-là, j'étais sur Facebook, quand tout à coup, j'ai reçu une invitation d'une fille qui s'appelait Courtney Jensgin. J'ai regardé son profil. Ça semblait être une mannequin très jolie. Et elle avait l'air d'une personne sympa et normale. Alors j'ai accepté son invitation. Elle m'a dit qu'elle était photographe professionnelle et mannequin. Et qu'elle travaillait pour JH Modeling Agency, une agence de mannequins basée à Eagan, dans le Minnesota. Elle m'a dit qu'elle cherchait des mannequins pour des séances photos. Elle cherchait des sportifs, de jeunes sportifs, et c'est pour ça qu'elle m'a contacté. Alors j'ai cherché le site de l'agence, j'ai vu qu'il existait, qu'il avait l'air professionnel. Ils proposaient un minimum de $500 et jusqu'à $1000 par séance photo. C'est sûr que c'était agréable de savoir que quelqu'un pensait que j'étais assez beau pour faire du mannequinat. J'avais jamais vraiment pensé à en faire. Ce qui m'a surtout intéressé, c'était l'argent proposé. J'économisais pour financer mes études supérieures. Et tout l'argent que je gagnais, je le déposais dans un compte d'épargne auquel je ne pouvais pas accéder. Donc ce qui m'intéressait dans cette séance photo, c'était que si je gagnais $500 en liquide, j'allais pouvoir les dépenser. Je savais que si ma mère apprenait que j'avais gagné $500, elle allait vouloir que je les dépose sur le compte d'épargne pour l'université. Alors je n'ai pas voulu en parler à mes parents. Je m'appelle Tommy Wita. J'étais au lycée de Rosemount. Ça, c'est moi à 17 ans, en 3e année de lycée. Je faisais partie de l'équipe de football américain. Donc je jouais au football et au baseball. Je prenais grand soin de ma forme physique, parce que je savais que si je ratais un entraînement, quelqu'un d'autre finirait par prendre ma place. La survie du plus fort. Cet été-là, je travaillais dans une boutique qui s'appelait Crown Rental et qui louait des tables, des chaises, des tentes pour les fêtes de remise de diplôme ou les mariages. C'était un travail assez physique qui me permettait de rester en forme. Mes parents voulaient m'inculquer des valeurs et il fallait donc que j'achète avec mon propre argent ce que je voulais, que ce soit un téléphone ou une voiture. Un jour, après le travail, j'ai reçu une invitation sur Facebook d'une jeune étudiante qui s'appelait Courtney Jensgin. C'était une femme très belle. On a commencé à échanger sur Messenger. Elle m'a demandé si je voulais faire du mannequinat. J'étais partant. Quand on vous propose $1000 pour une séance de travail, c'est très séduisant. J'étais très mal à l'aise avec les filles au lycée. Alors bien sûr, j'ai été flatté quand elle m'a abordé.
Courtney m'a expliqué que je devais remplir un questionnaire sur mon apparence physique de la tête jusqu'aux pieds. Elle voulait des réponses très détaillées, par exemple, sur la couleur de mes sourcils, sur mon teint de peau. C'était des questions très précises, qui semblaient tout à fait normales pour une agence de mannequins. Ensuite, elle m'a demandé de lui envoyer quelques photos, destinées à prouver que j'étais bien qui je disais être dans le questionnaire. Et en passant, elle a ajouté qu'il fallait que je sois nu sur les photos. Et que sur certaines, j'ai une érection et sur d'autres pas. Elle m'a tout de suite répondu que si ce n'était pas des photos à caractère sexuel, ce n'était pas de la pédopornographie. Elle s'est montrée très rassurante sur cette pratique et elle m'a dit que c'était tout à fait normal, que c'était quelque chose que tous les mannequins devaient faire pour mettre un pied dans l'industrie. Je l'ai cru. Elle paraissait professionnelle et je lui ai fait confiance. Courtney m'a fait comprendre que c'était urgent, qu'il fallait que les choses avancent. J'étais un peu réticent et ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et par faire ces photos. Quand elle m'a demandé des photos de moi nu, je ne me suis pas posé de questions. J'imagine que c'était un peu bizarre qu'elle me demande ça, mais je l'ai fait sans réfléchir. J'ai pensé que ça faisait partie du processus. Je n'en ai pas parlé à mes parents. Mes parents étaient stricts. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient accepté que je fasse du mannequinat ou quoi que ce soit du genre. J'ai donc gardé ça pour moi. Quand j'ai envoyé mes photos par email à l'agence de mannequinat, Courtney m'a dit que mon inscription avait été validée. Elle m'a félicité pour mes photos. Puis elle a fait un commentaire qui m'a surpris. Elle m'a écrit « Tu as une belle grosse b***. » J'ai cru que Courtney avait cherché à me donner confiance en moi en disant ça. Elle a insisté sur le fait qu'elle était ravie que j'intègre l'agence. Elle avait hâte d'organiser cette séance photo au plus vite. Et puis tout à coup, sans crier gare, juste avant qu'ait lieu la séance photo, elle m'a annoncé que j'allais devoir être nu pendant la séance. Entièrement nu. Me voilà à 15 ans sur le point de commencer ma deuxième année de lycée et de faire une séance photo nue avec une photographe que je n'avais jamais rencontrée. J'ai décidé de demander à ma petite amie qui était plus âgée que moi de me conduire au studio. Immédiatement, quand je lui ai expliqué la situation, elle s'est fâchée. Elle m'a dit « Quoi, Grant, c'est trop bizarre, comment t'as pu ne serait-ce qu'envisager de faire ça ?» Elle a dit « Non, hors de question que je t'aide à y aller. » C'est certain que ça m'a fait réfléchir un peu plus à ce que je m'apprêtais à faire. J'ai fini par envoyer un message à Courtney pour lui dire que j'allais pas venir à la séance et qu'elle pouvait supprimer mes photos. Je me suis excusé de lui avoir fait perdre son temps. Elle a protesté et elle a essayé de me faire changer d'avis. Elle ne voulait pas me perdre en tant que mannequin, mais j'ai maintenu que je ne ferais pas la séance photo. Courtney a fini par l'accepter. Et elle m'a dit qu'elle allait supprimer les photos de mon portfolio.
et elle m'a souhaité bonne chance. Je pensais que c'était la fin de mon histoire avec Courtney Jensgin. En octobre de ma dernière année de lycée, je n'avais pas encore fait de séance photo. Mais Courtney a commencé à devenir plus entreprenante et à m'envoyer aussi des photos d'elle, nue. Elle était très belle, alors c'était très excitant. Ça m'a donné confiance en moi, parce qu'elle était plus âgée et qu'elle ne ressemblait pas aux filles que je croisais au lycée. Quand elle m'envoyait des photos d'elle nue, elle me disait toujours qu'elle ne m'en enverrait plus, tant que je ne lui en enverrais pas de moi. J'ai commencé à lui en envoyer sans réfléchir. Elle voulait des photos de moi, le pénis au repos ou en érection. Je m'appelle Courtney Lovgon. Courtney avec un K. En 2012, c'était ma dernière année au lycée de Rosemont. J'ai reçu un message de Courtney Jensgin sur Messenger. En gros, elle m'a dit qu'elle était dénicheuse de talent et qu'elle voulait créer un portfolio de photos de mannequins hommes nus. Ça, c'est les premiers messages que Courtney m'a envoyés. En gros, j'allais toucher $100 pour chaque garçon qui ferait une séance photo. Le fait qu'elle m'offre de l'argent, c'est ce qui m'a fait penser que c'était sérieux. Courtney m'a semblé professionnelle. Alors j'ai conversé avec elle et j'ai commencé à lui donner des noms de garçons avec lesquels j'étais amie. Avant tout, Courtney était à la recherche de beaux adolescents, gâtés par la nature. Elle m'a demandé si je savais qui avait un gros pénis et si je pouvais lui faire une liste d'autres garçons que je connaissais, même si le leur n'était pas énorme. Ensuite, elle a ajouté « Perso, 18 cm, c'est un minimum. Lol. Sauf si le mec a sur grave, 15 ou 16, ça peut le faire. Lol. » Donc, j'avais vraiment l'impression qu'elle cherchait à me faire parler de ça, à me faire dire ce que j'en pensais. La taille du pénis des garçons avec les filles au lycée, je crois que c'est quelque chose dont on parlait pas mal. Alors en parler à Courtney, c'était comme en parler à une copine. Ça ne m'a pas vraiment étonnée qu'elle soit aussi directe, étant donné qu'elle disait travailler pour une agence de mannequinat. J'avais juste l'impression qu'elle voulait bien faire son travail. À l'automne 2012, j'étais en deuxième année de lycée. J'ai reçu une invitation d'un certain Dustin Michael. J'ai regardé son profil. C'était un lycéen qui jouait au hockey. Il m'a envoyé un message. Et on a bavardé. Et puis quelques jours plus tard, j'étais en déplacement avec mon équipe de foot. J'ai allumé l'ordinateur pour voir mon Facebook. J'avais un message de Dustin Michael qui me proposait $300 si je le laissais me faire une fellation. J'étais choqué, j'étais dégoûté. J'étais un peu en colère. J'ai montré son message aux autres joueurs et ils ont tous dit « Quoi? C'est quoi ce délire ?» Mais on n'y a pas accordé plus d'importance que ça. En gros, j'y ai plus pensé et je suis passé à autre chose. Au cours de l'année scolaire, mes échanges avec Courtney sont pratiquement devenus un monologue. Je lui posais sans cesse la même question. C'est quand de répondre à mes messages. J'ai commencé à me sentir plus vulnérable au fil du temps.
Mais je n'avais pas vraiment d'amis qui puissent être aussi cruels. La cérémonie de remise de diplôme approchait. Et ça m'a affecté, au point que j'avais du mal à faire confiance aux gens en général. Je me méfiais de tous ceux qui voulaient m'ajouter à leurs amis sur Facebook. J'ai fini par supprimer toute la conversation que j'avais eue avec elle parce que j'avais honte et que je ne voulais plus y penser. Je me sentais très bête. J'ai pensé que c'était terminé. Je n'avais pas de nouvelles de Courtney. Et puis, au bout d'un moment, elle a supprimé le site de l'agence. À ce moment-là, c'était devenu louche à 1000%. Courtney m'avait parlé de certains garçons. Elle m'avait dit qu'elle avait des photos d'un tel et d'un tel. Elle m'a demandé si je voulais les voir. C'est là que je me suis demandé si c'était bien légal. Je lui ai posé la question, « Est-ce que c'est illégal ?» Elle m'a répondu non. Pourquoi ce serait illégal? Elle m'a dit que les garçons avaient donné leur accord. Et c'est là que je me suis demandé si elle avait vraiment toutes les photos qu'elle disait avoir. J'ai décidé de lui demander de me les envoyer pour m'assurer qu'elle disait la vérité. Je lui ai dit, prouve-le. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai ouvert le fichier et c'était un de mes amis. Il était nu et il se photographiait dans un miroir. On voyait son visage et son pénis en érection. Et on voyait tout. C'était Tommy. Quand j'ai vu la photo de Tommy, ça m'a fait un coup au ventre. Je savais que si elle avait des photos de Tommy, elle en avait des autres garçons dont elle m'avait parlé. Je serais terrifiée si je savais que des photos de moi nue, vulnérable, avec mon visage bien visible, étaient envoyées à des gens. Alors, j'ai décidé qu'il fallait tout de suite que je prévienne Tommy. Je lui ai envoyé un message en lui disant « C'est un peu gênant, mais il faut que je te voie pour te parler de quelque chose de très important. » Courtney Lovegren m'a contacté et m'a demandé si je connaissais une certaine Courtney Jenskin. Et à ce moment-là, mes peurs sont devenues réalité. Elle m'a dit qu'elle avait reçu des photos de moi nu. J'ai tout de suite ressenti de l'angoisse à l'idée que quelqu'un que je connaissais m'avait vu nu. Je me suis demandé qui d'autre avait reçu ces photos. Je sentais que je n'avais plus aucun contrôle sur la situation. J'avais l'impression d'être au fond du trou, tout seul. C'était très dur. Courtney m'a envoyé les photos de 3 garçons en tout. Quand j'ai compris que c'était arrivé à d'autres, j'ai ressenti un mélange de soulagement, mais aussi d'inquiétude à l'idée que d'autres traversaient la même chose. J'étais en vacances avec toute ma famille dans le Tennessee, au bord d'un lac. Je m'étais éclaté. Et sur le chemin du retour, j'étais en voiture avec mes parents, mon frère et ma grand-mère. Tout à coup, je regardais mes messages. Et j'en ai reçu un d'un copain du foot. Tout de suite, j'ai eu un coup au cœur. J'ai su qu'il se passait quelque chose. Il m'a répondu... Quand j'ai lu ça, ça m'a anéanti. Je me suis recroquevillé intérieurement.
Je savais que je ne pouvais pas montrer à mes parents, ni à ma grand-mère, ni à personne ce que je ressentais. Alors je suis resté assis à l'arrière de la voiture à regarder ma main trembler. Mais j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais plus de 2000 amis sur Facebook. Ils pouvaient tous voir les photos sur lesquelles j'étais identifié. L'idée que toutes ces personnes pouvaient voir ces photos de moi nu, c'était horrible. Les photos sont restées une vingtaine de minutes avant d'être supprimées. Mais 20 minutes, c'est suffisamment long pour que des milliers de gens les aient vues. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit que Dustin Michael avait eu ces photos par Courtney Jensgin. Alors j'ai tout de suite envoyé un message à Courtney pour lui demander à quoi elle jouait. Pourquoi elle avait envoyé mes photos à Dustin Michael. Et elle m'a assuré qu'elle ne l'avait pas fait. J'avais la certitude que Dustin Michael m'avait pris pour cible parce que je n'avais pas fait ce qu'il voulait, à savoir le laisser me faire une fellation. Je sentais qu'il y avait quelqu'un quelque part qui m'en voulait et je ne savais pas qui c'était. Alors j'avais trop peur pour prévenir la police. Je pensais que ça pouvait m'attirer des ennuis. Quand on est un garçon, on a du mal à parler de ce genre de problème. On a du mal à les aborder. Ma stratégie, ça a été d'aller de l'avant, de tout balayer sous le tapis. Au fond de moi, j'avais peur que ces photos soient de nouveau postées. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce que quand j'ai compris que ça concernait plusieurs personnes, j'ai su que c'était un cyberprédateur. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir la police. J'ai contacté toutes les victimes, dont Tommy, pour leur faire savoir tout ce qu'il se passait et leur dire qu'ils pouvaient me faire confiance s'ils voulaient rester anonymes. Quand je suis allée au poste de police, on ne m'a pas fait entrer dans une pièce pour écouter ce que j'avais à dire. La conversation a dû durer quelque chose comme 5 minutes. Ils ont pris ma déposition. J'espérais que ça allait être pris au sérieux. Et je suis partie. Après avoir bloqué Dustin Michael, je pensais que j'avais réglé le problème. Mais une certaine Mariana a commencé à envoyer des messages à mes amis Facebook. T'as vu les photos de Grant à poil? Elle est trop minuscule, sa b***. Et ce genre de trucs. C'était destiné à m'humilier. Elle me provoquait et elle provoquait mes amis et je me sentais impuissant. Je ne voyais pas le bout du tunnel. En 2015, demandant si je voulais voir une photo d'un garçon qui était en 3e année au lycée de Rosemount. Et tout de suite après, elle a commencé à me citer les noms de garçons qui étaient dans ma classe au lycée de Rosemount. Et c'était les mêmes garçons dont Courtney m'avait parlé. J'ai eu une impression de déjà-vu. Quelles étaient les probabilités que Maria-Anne et Courtney aient les photos nues des mêmes garçons? Pour moi, ça ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de Courtney. Je ne voulais pas penser que la police n'avait rien fait. Mais de toute évidence, cette personne n'avait pas été arrêtée. Elle n'était pas en prison. J'ai compris qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un qui prendrait l'affaire au sérieux. Et j'ai décidé d'envoyer un email au lycée de Rosemount. En 2015, j'ai été postée dans ce lycée pour assurer la sécurité de l'établissement. Les élèves et le personnel pouvaient venir me trouver dans mon bureau en cas de problème.
J'ai rencontré Beth Rixmeyer au lycée de Rosemont. J'ai tout de suite senti qu'elle allait faire quelque chose. J'ai eu le sentiment qu'elle m'écoutait et qu'elle prenait le problème très au sérieux. So again, Courtney, thank you for coming today. And if I ask you a question you don't want to answer, or if you want clarification, just ask for it. If you want to leave the room, it's unlocked. If you want to take a break, just let me know, okay? Because, yeah, we're just looking for cooperation. J'ai rencontré Courtney Lovegren dans mon bureau du lycée de Rosemont et j'ai enregistré sa déposition. I don't even know these boys. I've never talked to them. And they were sitting there texting me like, please help me. And, you know, I was just trying to calm them down and just saying, like, don't respond, block the accounts. And that's when you sent out the kind of all... The Facebook message, the Facebook status, warn and advise others. Yes. Courtney semblait sincère. Elle voulait aider les victimes. I just felt very heartbroken and sad for my friends that fell for it. I just wanted it to just... I'm gonna go. I just wanted it to... for it to stop and for it to not hurt anybody else. So I just wanted to do the right thing. No, you did a very good job. Very good job. Je n'ai pas eu à chercher les élèves mentionnés. Je n'ai pas eu le temps. Ce sont eux qui sont venus dans mon bureau. Ils semblaient soulagés d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse les aider. Tous les élèves que j'ai rencontrés avaient désormais 18 ans. Ils vivaient ça depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Très franchement, je n'en revenais pas, tellement ils avaient subi de choses pendant des années. Et ils avaient essayé de s'en sortir tout seuls. Le nombre de victimes ne cessait de croître. J'ai rapidement compris que j'allais avoir besoin de l'aide d'autres services de police. Essayer de relier les points entre eux afin de comprendre cette histoire s'est révélé extrêmement difficile. Mais l'unité anti-cybercriminalité a pu examiner toutes ces données et commencer à reconstituer le puzzle. On a découvert plusieurs comptes. C'était de faux comptes qui avaient été créés pour continuer à échanger avec de nombreuses victimes pendant une longue période. Cela signifie que le coupable savait qu'il serait plus difficile de le retrouver s'il utilisait différents noms. Parmi les outils à ma disposition, j'avais un compte Facebook sur lequel j'avais en ami de nombreux élèves de Rosemont, anciens et actuels. Et un jour, j'ai été contactée sur ce faux compte par le suspect, qui me proposait des photos nues de 5 victimes que j'avais déjà entendues. Les messages étaient pratiquement les mêmes, mot pour mot. Celui-là disait « Lol, tu veux voir une photo de ce mec nu pour rigoler? Ce serait drôle de la montrer à quelques personnes et de l'envoyer à tout le lycée, lol. Tu peux l'envoyer à des amis et leur dire de faire passer. » En tout, il y avait plus de 50 faux comptes différents. Ils se fermaient, s'ouvraient, se fermaient, s'ouvraient. C'était comme le jeu du chat et de la souris. Mais quand j'ai reçu les résultats des perquisitions informatiques, j'ai constaté que les adresses IP menaient toujours à la même maison. Et cette maison se trouvait à Eagan. Eagan est une ville limitrophe de Rosemont, dans le Minnesota. On est parvenu à localiser l'adresse d'un homme de 32 ans. La maison est au bout de la rue. Quand on est arrivé le jour de la perquisition, on s'est garé dans la rue et on s'est approché de la maison. On était une équipe d'environ 20 personnes. Je me rappelle que j'étais très nerveux. On entendait quelqu'un bouger à l'intérieur de la maison.
On a compris au bout de 30, 40, 50 secondes qu'il n'allait pas ouvrir tout de suite. À ce moment-là, on se sent très vulnérable en train d'attendre dehors. On ne sait pas ce qu'il prépare. Puis on s'est dit que le suspect était peut-être en train de détruire des preuves. Alors on a décidé d'enfoncer la porte. L'homme était au rez-de-chaussée de la maison. Il était débraillé et paraissait surpris qu'on soit rentré chez lui. Et visiblement, il était nerveux. Tout de suite, un des enquêteurs a trouvé un ordinateur portable derrière la machine à laver qui avait été cassé en deux. Et visiblement, de l'eau avait été versée dessus. Un des enquêteurs a pris une échelle et a commencé à fouiller le faux plafond au rez-de-chaussée. Et dans ce faux plafond, on a trouvé de nombreux objets, téléphones portables, clés USB, etc. Quelqu'un les y avait mis exprès, dans l'espoir qu'on ne les trouve jamais. Sur une clé USB, ils ont découvert des centaines de fichiers. Il y avait plus de 300 dossiers avec les noms, les dates de naissance, les lycées, la taille du pénis, la taille approximative, le poids approximatif et la carrure, ainsi qu'environ 3000 photos et vidéos des victimes. Le suspect était Anton Martynenko, un prêteur hypothécaire d'Eagan. Il était inscrit dans une salle de sport dans laquelle était inscrit un grand nombre des garçons qu'il harcelait. Et il était ami avec certains d'entre eux. Mais ces derniers ignoraient qu'Anton Martynenko était derrière ces faux comptes et que c'était lui qui diffusait les photos de nus. Anton Martynenko a affirmé que ce n'était pas lui. Il a nié toute responsabilité et refusé d'admettre que les objets qu'on avait trouvés à son domicile lui appartenaient. Et a identifié les victimes qui seraient prêtes à témoigner contre lui. Lorsqu'on a interrogé les victimes au quartier général du FBI dans le Minnesota, l'une d'entre elles nous a dit qu'Anton Martynenko n'avait pas arrêté ses activités. Il continuait au moment même où on parlait. Il avait un faux compte très actif duquel il menaçait d'envoyer des photos des victimes à leurs amis s'ils ne leur faisaient pas parvenir d'autres photos de nus. Et on a pu constater que la pression qu'il exerçait sur eux et son agressivité augmentaient. Martynenko exigeait de recevoir de nouvelles photos nues avant 16h30 le jour même, sans quoi il enverrait les autres photos nues de la victime à ses camarades de classe. C'était une course contre la montre. Il fallait qu'on soit reçu par un juge pour obtenir un mandat d'arrêt avant que Martynenko n'envoie ses photos. Mais vers 14h30, on a pu obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Et vers 16h20, on a procédé à son arrestation à son domicile. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour pénétrer à l'intérieur, parce que la porte entre la perquisition et l'arrestation avait été renforcée par plusieurs verrous. Lorsqu'ils sont entrés, il était enfermé dans la salle de bain et ils ont dû enfoncer la porte. Une fois dedans, on a retrouvé Martynenko dans la salle de bain en train d'essayer de détruire son téléphone en le jetant dans les toilettes. On a trouvé Anton Martynenko dans la salle de bain principale et dans la cuvette des toilettes, un téléphone portable. Il avait utilisé les toilettes.
Il avait déféqué dans la cuvette. La saisie du téléphone et les données extraites ont été cruciales dans cette enquête. Exploiter ce téléphone n'a pas été facile. La première chose qu'on a faite, c'est le sécher et nous assurer qu'il n'était pas endommagé. Il ne fonctionnait plus. Il a donc fallu le démonter et en extraire les données grâce à un processus très lent qui a pris une centaine d'heures, voire plus. Quand les techniciens nous ont dit toutes les données qu'ils avaient pu récupérer, on a su qu'on avait des preuves solides qui reliaient Anton Martinenko à tous les faux comptes actifs. Anton Martinenko et tous ceux qui se livrent à la sextorsion le font généralement pour exercer un pouvoir sur les autres. Un pouvoir qu'ils n'ont pas dans la vraie vie. On a là un bon exemple de quelqu'un qui est devenu obsédé par ce qu'il faisait, à savoir attirer des adolescents dans sa toile, les attirer dans un piège. Un des éléments de cette affaire qui a le plus dérangé les enquêteurs, ce sont les supplications des victimes. On a trouvé dans les fichiers qu'il gardait consciencieusement des messages de nombreuses victimes qui le suppliaient d'arrêter de diffuser des images d'eux dans une position des plus vulnérables. Cette affaire était unique dans la mesure où toutes les victimes étaient des garçons. C'étaient tous des sportifs. Il y avait cette idée qu'ils ne pouvaient pas devenir des victimes. Alors je crois qu'il y avait une espèce de honte à ce sujet. Il est extrêmement important, si elles s'en sentent capables, que les victimes racontent à un juge ce qu'il s'est passé. Les juges fédéraux, de mon expérience, prennent ces informations très au sérieux. Quand j'ai appris qu'il y avait des centaines d'autres victimes, j'ai senti qu'il était de mon devoir de les représenter et d'avoir le courage de témoigner au procès et d'expliquer ce qu'il nous était arrivé. Anton Martinenko a joué sur mes espoirs de faire du mannequinat et en a fait de la pédopornographie, provoquant chez moi de l'angoisse, des problèmes de sommeil et une peur constante d'être attaqué. Il a pris mon amour-propre et il l'a piétiné pendant des années en m'humiliant de façon systématique par l'envoi d'images pédopornographiques à mes amis sur Facebook. Il a pris mon cerveau innocent et aimant et l'a rempli de l'envie permanente de lui casser son ordinateur sur la tête pour mettre fin à des années de souffrance causées par son harcèlement sans relâche. Jamais je n'aurais pu imaginer le soulagement que j'ai ressenti quand le FBI m'a appelé. Il ne me harcèlera plus jamais. Enfermez-le et faites fondre la clé. Le FBI a expliqué au tribunal que les photos que j'avais envoyées à Courtney Jensgin avaient été vendues sur le dark web et qu'il était possible qu'elles circulent toujours. C'est vraiment décourageant et j'ai toujours peur qu'elles réapparaissent un jour et que ça puisse affecter ma carrière. Martinenko a écopé d'une peine très longue, qui est à la mesure de l'impact qu'il a eu sur ses victimes. Il n'a montré aucune pitié. À l'époque, il était le plus gros producteur de pédopornographie de l'histoire du Minnesota. Martinenko a vu certaines victimes en personne. Il les a convaincus de le rencontrer en leur promettant qu'il arrêterait de diffuser leurs photos. Mais sa véritable intention était de les voir pour leur imposer des actes sexuels. J'ai su que de nombreux garçons avaient rencontré Anton Martinenko. Cela a poussé certains d'entre eux à se donner la mort, malheureusement. Ça me rend vraiment triste pour eux. Je suis heureux d'avoir échappé à ça.
En parler aujourd'hui, il est certain que ça m'enlève le poids que j'avais sur la poitrine, sur les épaules. Au fond de moi, je sais que ces photos sont peut-être toujours en train de circuler quelque part, puisqu'une fois sur Internet, c'est pour toujours. J'espère juste qu'elles ne reviendront pas me hanter plus tard dans ma vie. Papa, maman, si vous regardez ça, je suis désolé de ne jamais vous en avoir parlé. J'ai pensé que j'allais être jugé pour ça d'une façon que je ne méritais pas. Tom. Mon objectif, c'est que d'autres victimes de crimes similaires osent parler, afin que les coupables soient enfermés et qu'ils purgent la peine qu'ils méritent. La nuit colle encore au volet quand la sirène fend le silence. Une flèche bleue, un battement de cœur dans l'asphalte. Les habitants se redressent, tirent les rideaux d'un doigt, avalent leur souffle. Quelque chose se brise dans l'aube, net comme un verre froid, posé trop fort sur une table. Dans l'immeuble de la rue des Trois Ponts, on n'entend d'abord que des pas. Bottes, radio crépitante, chuchotis nerveux. Puis la porte au 4e qui s'ouvre, la charnière qui gémit et la rumeur qui se met à courir plus vite que la lumière des gyrophares. Ils ont arrêté le voisin. Celui qui disait toujours bonjour. Celui qui ne faisait pas de bruit. Celui dont personne, jamais, n'a retenu vraiment le visage. Un nom lisse, une silhouette qui se fondait dans les cages d'escalier. Et soudain, ce nom se colle à un autre. Rugueux, sale, vieux de 26 ans. Cold Case, Lyon, 1989. Un été lourd, des géraniums aux fenêtres, des affiches de concerts qui se gondolent sur les panneaux. Une disparition. Discrète, d'abord. Une étudiante qui n'arrive pas à son cours. Un vélo accroché au mauvais arceau. Un sac à dos vide découvert près des berges. Le Rhône comme un long animal sombre qui garde ses secrets. Les journaux du matin se gonflent de petites colonnes. Disparition mystérieuse. Les visages se penchent sur les photos granuleuses, et la ville apprend à prononcer un prénom qu'elle ne connaissait pas la veille. On parle, on suppose, on se regarde avec des yeux de chien perdu. La police bat le pavé, interroge, recoupe des horaires, rature des alibis. Rien ne tient. Tout s'effiloche. Alors commence la poussière. Les Bodhisattva d'archives. Les scellés gris. Les scellés qui jaunissent. Les cartons qui migrent d'un étage à l'autre selon les humeurs des chefs. L'humidité. Les fuites du plafond. Le dossier devient un fantôme administratif. Et la ville, pour continuer, apprend à oublier. Mais l'oubli n'efface pas. Il transforme. Au café du coin, on raconte encore l'histoire au nouveau, à voix basse, comme on prévient d'un courant traître dans une rivière. Dans les immeubles, aux assemblées de copropriété, on évite certains sous-entendus. On se ravise au milieu d'une phrase. Dans les cours intérieures, les enfants jouent à cache-cache, et les mères les appellent un peu trop tôt, un peu trop souvent. Les années s'empilent. Lyon change de peau, les façades blanchissent, les tramways s'allongent, les boutiques refont leurs vitrines. Le nom de l'étudiante glisse sous le vernis de la modernité. Mais la trace est là, fine, invisible à l'œil nu, comme une fissure sous la peinture. Puis un matin de septembre 2025, la fissure cède. Il suffit d'une lettre, d'un profil ADN enfin croisé, d'un objet banal qui refait surface dans une succession, d'un voisin qui parle trop ou pas assez. Les enquêteurs, un nouveau groupe, un service rajeuni, reprennent le dossier en se promettant de n'y perdre que quelques jours. Ils ouvrent, lisent, butant, rouvrant.
Ils n'étaient que des enfants quand tout a commencé. Ils n'ont pas les mêmes réflexes, pas la même patience pour les ondes grises. Ils ont des outils qui lisent les ombres, des logiciels qui mordent dans les vieux silences. Ils remontent la carte de la ville comme on remonte une horloge démontée. Et un nom arrive, porté par les chiffres, par les coïncidences qui cessent d'en être. Le voisin. Le voisin, c'est l'énigme parfaite. Trop proche pour être regardé, trop ordinaire pour être craint. On le voit plier ses poubelles, tenir la porte, porter des cartons. On le voit, donc on ne le regarde plus. À l'époque, en 1999, il a répondu aux questions. Poli, précis, presque transparent. Trop précis, peut-être. Il a donné le détail qui rassure, la petite erreur qui n'éveille pas. Le minuscule mensonge qui ressemble à la fatigue. Sa voix n'a pas tremblé. Il avait un chat, une routine, un emploi stable. Il a traversé le soupçon comme on traverse un courant d'air. Et le dossier a pris la poussière, avec lui dedans, mais en marge, presque en note de bas de page. Aujourd'hui, la marge devient titre. Lyon 1999, cold case résolu. L'arrestation d'un voisin sidère le quartier. Les journalistes se pressent au bas de l'immeuble. Caméra, micro, perche, les prénoms fusent, mal prononcés, repris, corrigés. Les voisins se découvrent des voies publiques. Chacun a un souvenir, chacun le raconte comme un indice. Il disait bonjour. Il descendait toujours par l'escalier, jamais l'ascenseur. Il avait des rideaux épais. Il remettait son paille à son bien droit, au millimètre. La police sort l'homme menotté. Pas de lutte, pas de cri. Une veste sombre, un regard qui ne cherche pas. Le choc est immédiat, presque mécanique, comme si la communauté avait été préparée toute sa vie à ce flip brutal. De l'image rassurante au masque d'ombre. En une seconde, en un déclic. On ne sait presque rien, au fond. Un objet retrouvé, dit-on, portant une trace de l'étudiante. Une correspondance de fibres textiles. Un trajet nocturne qui ne colle pas. Des enregistrements bancaires, excavés d'un disque qui n'aurait jamais dû survivre autant de temps. Une voisine qui, à force de se taire, a fini par se souvenir d'un bruit très précis, d'une odeur acide un soir d'orage. Des miettes, encore et toujours. Mais, mises bout à bout, ces miettes dessinent une silhouette. Et la silhouette, on la reconnaît. Ça suffit pour des menottes, pour des sirènes, pour des titres. La ville, elle, se fige. Les commerces lèvent leurs rideaux à moitié. Dans la boulangerie, les croissants refroidissent sur la plaque, pendant que les clients regardent la télévision posée entre deux sacs de farine. Sur l'écran, le bandeau défile. Arrestation choc dans le cold case de 1999. Les doigts blanchissent sur les tasses de café. Les regards glissent vers les portes, vers la rue, vers l'immeuble que l'on croyait si banal. Certaines phrases ne sortent pas parce que la langue n'a pas les mots. D'autres sortent trop vite, des soupçons réinventés, des légendes instantanées. On se jure qu'on avait senti quelque chose. On se reproche de n'avoir rien vu. Les émotions cherchent une forme, n'en trouvent pas, hésitent pas, se cognent au mur. Au commissariat, l'air est plus froid. Il y a les procédures, la garde à vue, l'avocat qu'on appelle, la fatigue qui s'invite. Les enquêteurs savent que l'arrestation n'est pas la fin. C'est une porte. Derrière, le labyrinthe. Les souvenirs, surtout, sont des terrains mouvants. 26 ans, c'est long. Les témoins confondent les dates, mélangent les visages, réarrangent les scènes pour les faire tenir dans la mémoire, comme on plie un drap trop grand dans une armoire trop petite. Les policiers notent, recoupent, coupent, reprennent,
Il cherche la matière dure, la pièce qui s'emboîte sans grincer. Parce que le tribunal ne jugera pas une ambiance, un frisson, un quartier sidéré. Il lui faudra du solide. Et, dans un cold case, le solide à la finesse du verre. Reste la question qui obsède, qui ronge, qui palpite derrière chaque titre. Et si on s'était trompé de visage? La ville le pense sans oser, le répète sans conclure. L'homme, au moment où on lui passe les bracelets, a un regard vide de légende. Ni coupable, ni innocent. Juste lisse. Comme s'il refusait d'entrer dans le rôle, de nous donner la satisfaction d'une méchanceté visible. Il ne ressemble pas à ce que l'on attendait d'un monstre rétrospectif. Il a l'air fatigué, c'est tout. Et cela suffit pour que la peur change de camp. Si le mal n'a pas de masque, alors il peut être partout. Depuis toujours. Peut-être encore maintenant. Le ruban de police coupe la chaussée. Derrière, les passants prennent des photos, des vidéos qui fileront aussitôt sur les réseaux. Les commentaires explosent comme du verre sous le soleil. On exhume des archives numérisées, des coupures jaunies scannées sur un coin de table. La photo de l'étudiante remonte, son sourire à l'ancienne, large, confiant, fragile désormais de manière insupportable. On la regarde comme on regarde une lampe dans une pièce sombre. On promet de ne pas l'oublier. On s'y accroche tous, pour ne pas se noyer dans le tourbillon. Et pourtant, dans la nasse de l'instant, une autre énigme se forme. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce déclic après tant d'années? Qu'est-ce qui a bougé, exactement? Un progrès technique, oui, mais pas seulement. Peut-être un remords qui a maturé lentement, comme un fruit trop lourd. Peut-être un ami lointain qui, en rangeant un carton, a lu une annotation, une date, et s'est dit « ça n'est pas normal ». Peut-être un archiviste, amoureux des poussières, qui a voulu comprendre pourquoi tel scellé avait été déplacé 3 fois en 2 décennies. Les cold cases ne cèdent pas toujours à la force brute de la science. Parfois, c'est la ténacité humble d'un regard neuf qui mord dans la chair des vieux hasards. Le voisin s'ossait dans une salle blanche. Ses mains sur la table, un verre d'eau, un micro discret. On lui demande de raconter 1999, pas son 1999 d'aujourd'hui, reconstitué, poli, corrigé par 26 hivers. Non, son 1999 brut, avec ses odeurs de couloir, ses trajets, ses tickets de caisse froissées au fond des poches. On lui demande de raconter une journée sans importance, jusqu'au moment où cette journée a cessé d'être anodine. Il parle peu. Il choisit ses mots comme on pose des pierres pour traverser une rivière. Certaines coulent aussitôt. Les enquêteurs les voient disparaître dans l'eau. Ils notent les remous. Dehors, la pluie commence. Fine, insistante. Les trottoirs prennent cette lueur de plomb qui transforme la ville en décor. Les fenêtres se constellent de perles. Et dans ce paysage, tout paraît recommencer à zéro. La première affiche, disparition mystérieuse. Les premiers battements de la police sur le pavé. Les premières rumeurs mal formées. Le quartier, sidéré, devient une scène. Les habitants, des figurants qui doivent improviser. Ils se croisent dans les escaliers, se parlent sur un ton qui n'est ni tout à fait amical, ni tout à fait hostile, comme s'ils s'excusaient l'un à l'autre d'avoir laissé la porte du mal entr'ouverte si longtemps. Le mot revient, s'impose, martèle, résolu. Les chaînes d'infos l'affichent en capitale. Les journalistes le posent comme un couvercle. Affaire résolue. Mais la ville n'entend pas ce que les médias disent. Elle n'entend que ce que le mot lui refuse. La paix. Parce qu'entre une arrestation et une vérité, il y a un gouffre. Parce que résoudre sur le papier n'efface pas les 26 anniversaires ratés, les repas de famille avec une chaise en moins, les nuits sans sommeil à fixer la fissure du plafond. Le mot claque, sec, et laisse un écho métallique.
Il faudra autre chose pour que la poussière retombe. Il faudra une histoire complète, qui se tienne, qui ne laisse pas de zone froide sous la langue. Alors on revient au lieu. Le palier du 4e, la cave où l'ampoule grésille, le local à vélo, qui sent le caoutchouc et la rouille, la cour où l'on entend les couverts le soir. Chaque espace garde un frisson. Les enquêteurs mesurent, photographient, comparent au plan de 1999. Rien n'est identique, tout a changé d'1 millimètre. Mais c'est justement ce millimètre qui raconte. Une porte remaniée, un mur repeint, une serrure remplacée l'été 2001, parce qu'elle coinçait. On touche, on écoute, on regarde par-dessus l'épaule du temps. Et parfois, une évidence discrète surgit, comme un reflet dans un miroir terni. La ville voudrait un monologue clair, un récit qui s'enchaîne, un coupable qui avoue, un geste qui explique tout. Mais les cold cases ont horreur des lignes droites. Ils préfèrent les spirales. On tourne autour des mêmes faits, on les éclaire sous des angles nouveaux. On trébuche sur des détails que l'on croyait morts. Et, de trébuchement en trébuchement, on dessine une trajectoire. Ce matin, la trajectoire pointe vers le voisin. Demain, elle passera peut-être par une boîte aux lettres oubliées, par un ticket de cinéma, par une carte postale jamais postée. L'arrestation est un phare. Elle n'est pas la côte. Dans l'ombre, une question s'étire, très fine, presque élégante. Et si le quartier, en réalité, savait depuis toujours? Pas avec des preuves, pas avec des mots. Avec cette sensation primaire que quelque chose grince. Avec ce réflexe de détourner les yeux à un certain palier, de changer de trottoir à une certaine heure. Si le voisin était l'écran sur lequel chacun avait projeté son propre besoin d'innocence, alors l'arrestation n'est pas seulement un événement policier. C'est une fissure intime. Elle oblige à se regarder autrement, à recomposer les années, à accepter que l'on sait peut-être fabriquer une tranquillité de papier. La pluie s'intensifie. Les gyrophares lavent les façades d'une lumière liquide. Et dans le glas des gouttes, on entend les mots qui avaient ouvert la plaie. Il y a 26 ans. Disparition mystérieuse. 3 syllabes, un gouffre. Entre les deux, une ville entière qui retient son souffle. Aujourd'hui, on a saisi un morceau de la corde qui pend dans ce gouffre. On tire. Ça résiste. Ça coupe les mains. Mais pour la première fois depuis 1999, quelque chose remonte. Un visage, un appartement, un voisin. Et, par-dessus tout, cette idée qui griffe. La vérité ne rendra rien. Elle ne ramènera pas la jeune femme. Elle ne réparera pas la jeunesse volée à ses amis, à ses parents, à ses rues. Elle ne fera qu'éclairer, froidement, brutalement, comme un néon dans une cave. Le quartier, sidéré, se prépare sans le savoir. À la suite, aux révélations qui lavent, qui brûlent, qui laissent des traces blanches. Au moment où les portes se rouvriront, où les caméras partiront, où la poussière retombera vraiment. Pas sur un titre, mais sur des épaules. Pour l'instant, on regarde, on écoute, on répète. Ils ont arrêté le voisin. Et derrière ce refrain, on entend un autre battement, plus profond, plus ancien, qui vient des berges, de l'eau noire, d'un été trop chaud. Cold case. On recommence au point minuscule où tout a bifurqué. Un ticket de pressing, oublié dans une doublure, ressurgit lors d'un inventaire de succession à Villeurbanne. Un rectangle de papier fatigué, daté de la semaine de la disparition. Un nom griffonné à la hâte, un numéro de commande. Rien qu'un fil. Mais quand on tire, la pelote vient, grinçante, révélant l'odeur de solvant,
La chaleur pesante d'un local qui ronfle derrière une paroi de plexiglas. La mémoire capricieuse d'une employée qui croit se rappeler un pantalon taché d'une substance brunâtre, apporté par un homme discret. Politesse factice, yeux baissés, voix plate. Elle n'en est pas sûre, elle l'a dit derrière un comptoir, entouré de cintres qui tintintent comme de la vaisselle. Pourtant, noté, consigné, recoupé. La boutique était à 8 minutes à pied de l'immeuble de la rue des Trois-Ponts. Le voisin y passait, parfois. On le voit sur une vieille photo de fête de quartier, flou à l'arrière-plan, gobelet à la main. Les enquêteurs épinglent la feuille, ils avancent. Dans la salle blanche, l'homme s'éclaircit la gorge. « Je n'ai jamais porté ce pantalon, » dit-il. On lui montre le ticket. Il hausse un sourcil, penche la tête, cherche dans son regard un endroit où habiter. « Des coïncidences, » conclut-il. Sa voix a la texture d'une page glacée. Rien n'accroche. On lui pose des questions minuscules, des épingles. Comment rentriez-vous le jeudi soir? Quel chemin preniez-vous quand l'orage menaçait? Avez-vous déjà emprunté le local à vélo par la porte du fond, celle qui s'ouvre mal? Il répond avec une patience étrange, comme si la répétition était à son élément. On guette la fissure. Elle ne vient pas. Alors, on revient à la ville. Lyon, la fin d'un siècle. L'étudiante avait un trajet fixe, riverain, presque rituel. Le Rhône à gauche, l'odeur métallique de l'eau, des pas qui contre les dalles. Elle notait tout dans un carnet aux angles émoussés. On a retrouvé à ce carnet dans une boîte à chaussures chez ses parents, entre des cartes postales et des stylos qui ne marchent plus. Dedans, des fragments. L'épicier me tutoie. Le voisin du 4e ne croise jamais mon regard. La sonnette du portail grésille à 19h02. Le vélo Queen, chaîne agressée. Des détails, oui. Mais si les détails sont des aiguilles qui pointent des directions. Un soir, l'une d'elles s'aligne avec le ticket de pressing. Chemise beige. Auréole à la manche. Ne pas oublier. Au commissariat, un vieux classeur s'ouvre avec un son de page arrachée. À l'intérieur, une main d'archiviste a scotché des fibres sur des carrés de papier millimétrés, les a baptisés avec des codes et des dates. À l'époque, on avait cherché des correspondances dans l'immeuble, sur des tapis, des plaids, des vestes. Rien. Les machines d'aujourd'hui lisent autrement. Elles entendent la musique dans la poussière. On réextrait, on recalcule, on assemble. Une fibre synthétique, couleur sable, rare modèle fin des années 90. Le voisin, sur une photo de dessus-yen, porte une chemise beige, col marqué, manche légèrement élimée. Coïncidence encore? Les coïncidences, en série, deviennent des marches. On monte. Le quartier, lui, continue de trembler d'aveux minuscules. Une dame du 3e. Maintes bleutées par la vaisselle, se souvient d'un battement de porte à l'heure où la ville s'éteint. Un livreur raconte avoir porté un colis à ce même 4e. Un soir de chaleur écrasante, et l'odeur dans le couloir, acide, piquante, pas du tout la cuisine. Un ancien concierge, rappelé par téléphone, dit qu'on lui avait signalé un clapotement suspect dans une canalisation, que les tuyaux avaient vibré toute une nuit, puis plus rien. Les mots arrivent en boitant, se contredisent, s'effritent, mais tout dessine un couloir, une heure, une matière invisible. On n'a pas de scène, on a son négatif. Alors, on descend dans les caves. Les marches portent la poussière des décennies. L'ampoule, nue, dessine des halos. Tout est à la fois pareil et décalé d'1 millimètre, comme un décor replacé après une longue pause. On mesure, on photographie,
On passe la main sur un mur au grain trop régulier pour son âge. Une plaque de plâtre trahit une intervention. Qui a refait cette paroi? Quand? Le syndic retrouve une facture. Réparation fissure. 2001. Entreprise disparue. Disparue à son tour. Les enquêteurs sondent. Caméra flexible. Œil métallique. Derrière, rien de spectaculaire. De la laine de verre, des miettes de papier, des grains de sable. Mais dans ces grains, une molécule qui mord. Un composé qui n'était pas vendu librement en 1999. Quelqu'un a eu accès à des produits. Quelqu'un savait nettoyer. Trop bien, l'homme, face aux policiers, cligne rarement. On lui parle de produits, de solvants, de ces gestes mécaniques qui rendent muettes les surfaces. Il répond par le vide. Je bricole. Quel bricolage exige des gants nitriles et la fenêtre ouverte en plein hiver. Il hausse les épaules. Ses mains pourtant racontent. Un ongle épais, une coupure ancienne à la base du pouce, une cornée sur l'index d'un homme qui a frotté longtemps. On ne juge pas un ongle, on le note. Tout est noté, posé à plat, aligné comme des couverts sur une nappe trop blanche. On reprend le trajet de l'étudiante. Dernière borne, la sonnette du portail grésille. Une voisine dit avoir entendu 2 fois ce grésillement, à un intervalle trop court pour être une visite normale. La première sonnette, entrée. La seconde, panique. Elle ne sait plus. Elle n'a pas regardé l'horloge. Elle se souvient surtout d'avoir appuyé sa tête contre le mur pour mieux écouter. Elle avait un bébé, alors qu'elle berçait dans la pénombre. Le bébé dormait, la ville respirait lentement, et ce bruit électrique a rayé la nuit, comme une allumette. On pourrait balayer ce témoignage, trop tardif, trop flou. Mais il colle à un autre. Un étudiant au 5e se rappelant, des années plus tard, d'un pas rapide dans l'escalier. Des pas qui ne voulaient pas faire de bruit et en faisaient davantage. Au journal télévisé, un bandeau mord la rétine. Aveux imminents, faux, précoce, bâclé. Il n'y a pas d'aveu. Il y a les sillons de la mémoire que l'on gratte, qui saignent parfois d'une couleur étrange. Les réseaux font leur marché dans cette confusion. On poste des théories, on accroche des noms sur des silhouettes, on invente des gestes, des phrases, des menaces. La ville, prise entre stupeur et rage, serre les dents. On rappellera plus tard les dégâts faits par l'imagination en roue libre. Pour l'instant, on cherche la pièce qui ne ment pas. Elle arrive sous la forme d'un vélo. Pas le vélo retrouvé à l'Arceau en 1999. Celui-là a été rendu à la famille, dégraissé, enfermé, sanctifié. Un autre, récupéré récemment dans un box abandonné, empli d'objets sans valeur apparente. Lampe cassée, pile déchargée, manuel de micro-ondes, valise aux fermetures. Éclair grippé. Le box est au nom d'une société écran, une boîte aux lettres qui a rendu l'âme il y a 10 ans. Dans ce fatras, un cadre métallique, roue démontée, chaîne rouillée. Un modèle similaire à celui de la victime. À ces années-là, des milliers en circulaient. Pourquoi celui-ci? À cause de ce qui s'y est collé. Un cheveu blond, très long, piégé entre le pignon et une rondelle. Cheveux anciens, fragilisés, mais lisibles. On compare. La machine dit oui, la prudence dit peut-être. On ne célèbre pas, on avance. L'homme, quand on lui apprend l'existence du box, ne cligne toujours pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On appuie, on montre des contrats, des paiements en liquide, des dates. Je ne sais pas de quoi vous parlez, répète-t-il, comme si la phrase était un vêtement dans lequel il se tient au chaud.
On se sent glisser. On s'arrime au solide. Le gardien de l'entrepôt reconnaît le monsieur discret. Les caméras de l'époque étaient des machines myopes, mais l'ombre qu'elles ont captée a la taille, la démarche, la silhouette du voisin. On ne tient pas encore un procès, on tient une grappe d'indices serrés, qui pèsent, qui n'ont plus le goût de la coïncidence. Dehors, les habitants ont changé de façon de marcher. Ils ne descendent plus la poubelle de la même main. Ils tiennent sur la rampe. Ils écoutent les portes battre, comme s'il y avait un sens caché dans ce va-et-vient trivial. Les conversations s'épaississent. On évoque 1999 avec une précision inquiète, comme si l'on pouvait réparer le passé par la méticulosité du présent. Une femme raconte avoir croisé l'étudiante 2 jours avant sa disparition, sur le trottoir où le platane jette des confettis de lumière. Elle riait, dit-elle. Ce verbe fend l'air. Longtemps, personne ne répond. Les enquêteurs retournent au palier du 4e. L'air a une densité particulière, mélange de poussière neuve et de vieille humidité. La porte du voisin, désormais sous-scellée, porte les marques de vie superposées. Coups de clé ratés, griffures de sac, impatience. Un technicien s'agenouille, pointe une lampe à angle rasant. Le bois raconte des histoires muettes, reprises de peinture, couches irrégulières. Au bas, un éclat de vernis a enfermé une poussière claire. On prélève. On ne dira pas ce que c'est. On attendra les tubes, les centrifugeuses, l'alphabet des molécules. Mais soudain, on respire plus court. On tient, peut-être un grain de nuit. On fouille les archives municipales. Les plans de l'immeuble, les permis de travaux, les déclarations d'assurance. En 2000, une fuite d'eau a nécessité une intervention dans les colonnes. Le voisin avait signalé une odeur désagréable persistante dans le local à vélo. Le plombier note « conduit purgé, produit désinfectant utilisé ». Le produit en question, à l'époque, se vendait sous le comptoir, réservé aux professionnels. Le plombier, joignable après 1000 détours, confirme la couleur, l'emballage, le poids de la bouteille dans sa paume. Le monsieur du 4e savait ce qu'il voulait. Se souvient-il? Il ne dira pas plus. Il n'a peut-être rien d'autre à dire. Ou il n'ose pas enfiler ses souvenirs d'un fil qui serre. La nuit retombe sur la rue des Trois Ponts. Dans les cuisines, la radio chuchote. On coupe le gaz, on laisse la casserole tremper, on approche la chaise de la fenêtre. Les gyrophares ont cessé, mais la lumière continue de vibrer dans les yeux. Quelqu'un, quelque part, réécoute une vieille cassette audio où l'on entend des rires, des pas, un bruit de sonnette qui grésille. On souffle sur la bande comme jadis, pour conjurer le frottement. La voix de l'étudiante n'est pas dessus. Elle n'est nulle part. Elle est dans les creux, dans les temps morts, dans les plis de la ville. On voudrait lui offrir une fin, même froide, même dure. Pas pour se soulager, pour arrêter de la laisser suspendue, éternel présent de l'horreur. Au matin, l'homme demande un café, noir, sans sucre. Il tient le gobelet comme une habitude. Les enquêteurs entrent, s'installent, reposent leur carnet sur la table, relisent leurs propres mots pour en tester la solidité. Ils ne disent pas résolu. Ils disent probant, convergent, cohérent. La langue protège. Puis l'un d'eux sort un objet de la pochette transparente. Un jeu de clés. Clés de cave, clés de local technique, double soigneusement étiquetées, copiées avec une précision d'horloger. Où les a-t-il obtenus? Pourquoi? Précaution, répond-il. Précaution contre quoi? Il incline la tête, trouve à nouveau un endroit où se retrancher dans le blanc des murs, et la ville, dehors, se serre encore un peu. On voit, sur les trottoirs, des silhouettes s'arrêter, regarder en haut, comme si la façade pouvait, d'un coup, rendre la mémoire qu'on lui réclame.
Les affiches de 1999 ont disparu depuis longtemps, collées sous d'autres affiches dans une stratification de fêtes passées. Mais la colle a cette qualité. Elle garde trace. Elle tache les doigts. Elle laisse un voile brillant quand on arrache. La vérité, ici, aura ce goût-là. On le sent venir. Métallique, blessant, inévitable. Et chaque pas, désormais, résonne dans le couloir comme un compte à rebours qui ne dit pas son nom. Le quartier semblait s'être figé dans une torpeur étouffante, comme si chaque pierre, chaque façade gardait jalousement un secret que personne n'osait trahir. Les enquêteurs, épuisés mais obstinés, avançaient à pas mesurés dans ces rues étroites, les yeux scrutant les moindres fissures, les moindres portes entr'ouvertes. Ouvertes, espérant déceler une trace, un indice, une ombre qui leur aurait échappé. Les habitants, eux, observaient derrière leurs rideaux jaunis, partagés entre la peur et la curiosité malsaine, murmurant des hypothèses qui se propageaient plus vite que les faits vérifiés. Un homme, voisin direct de la victime, affirma avoir entendu des bruits sourds la veille du drame. Des pas précipités, un claquement de bois contre le sol, puis un silence brutal. Mais aucun témoin n'avait vu qui était entré, ni qui était ressorti. Les enquêteurs, habitués à démêler le vrai du faux dans ce flot de paroles paniquées, savaient qu'un détail insignifiant pouvait parfois faire basculer une enquête entière. Pourtant, rien de concret ne se dessinait. Tout semblait échapper à la logique. Dans la petite salle d'interrogatoire improvisée dans l'école désaffectée du quartier, les policiers se faisaient défiler les témoins. Certains parlaient trop, cherchant à détourner l'attention. D'autres se muraient dans un mutisme lourd, refusant de croiser le regard des enquêteurs. Les minutes s'écoulaient comme des heures, et chaque déclaration semblait s'effriter sous le poids des contradictions. Le dossier restait maigre, trop maigre, et le temps jouait contre eux. Au même moment, dans les laboratoires de la police scientifique, les experts se tentaient de reconstituer la scène macabre à partir des indices. Des fragments de fibres, minuscules, arrachés peut-être d'un manteau ou d'une écharpe, avaient été retrouvés coincés dans une écharde de bois près de la porte d'entrée. Une empreinte partielle, à peine lisible, semblait appartenir à une main gantée. Mais ces éléments, loin de constituer une preuve, n'étaient que des ombres dans un labyrinthe déjà trop sombre. La rumeur enfla encore lorsqu'un adolescent du voisinage affirma avoir vu une silhouette encapuchonnée rôder près de la maison de la victime, quelques jours avant la découverte du corps. Une silhouette mince, au pas nerveux, qui disparaissait toujours avant que quelqu'un n'ait le temps d'approcher. Ce témoignage, bien que fragile, ajouta une tension supplémentaire à une enquête déjà saturée de mystères. Était-ce un hasard? Ou bien une présence obsédante, guettant dans l'ombre en attendant le moment propice? Chaque nuit, les enquêteurs retournaient sur les lieux, éclairant de leurs lampes, torchent les ruelles silencieuses. Ils savaient que celui qui avait commis ce crime connaissait parfaitement le quartier, ses passages secrets, ses murs fissurés, derrière lesquels on pouvait se dissimuler. Le tueur n'avait laissé ni cri, ni trace visible de lutte. Tout semblait avoir été orchestré avec une précision froide, presque chirurgicale. Et ce silence pesant, ce vide de preuves tangibles, devenait leur plus grand ennemi. Le lendemain, un détail vint pourtant semer le trouble. Dans le jardin en friche joutant la maison de la victime, un inspecteur remarqua une empreinte profonde dans la terre humide, dissimulée sous les herbes folles. Une chaussure. Taille moyenne. La forme était nette, presque récente. Mais l'empreinte semblait isolée, sans suite, comme si celui qui l'avait laissée avait pris soin d'effacer les autres traces. Un message, peut-être, ou un défi lancé aux enquêteurs. « Je suis là, mais vous ne m'attraperez pas.
Ce soir-là, le commissaire convoqua son équipe dans une pièce étroite, éclairée par une ampoule vacillante. Les visages tirés reflétaient la fatigue et la frustration. Le silence s'imposa quelques instants, seulement brisé par le grésillement d'un vieux poste radio dans un coin. Puis il parla d'une voix ferme, presque glaciale. « Ce n'est pas un crime ordinaire. Celui qui a fait ça veut nous narguer. Il connaît nos méthodes. Il sait comment brouiller nos pistes. Mais personne ne disparaît sans laisser de traces. Personne. » Les regards se croisèrent, chargés de détermination mais aussi de doute. La chasse venait à peine de commencer, et déjà l'ombre du coupable semblait se jouer d'eux, les attirant dans un jeu macabre où chaque erreur pouvait coûter cher. La pluie avait cessé, mais les pavés encore luisants reflétaient les lueurs blafardes des lampadaires. Claire marcha d'un pas hésitant, serrant contre elle un carnet qu'elle n'avait jamais osé ouvrir depuis la disparition de son frère. Ce carnet, elle l'avait retrouvé dans une boîte oubliée au grenier, entre des photos découpées et des lettres jamais envoyées. Les pages couvertes d'une écriture serrée semblaient contenir des bribes de confidences, des secrets laissés en suspens, comme si son frère lui murmurait encore à travers le papier. Elle n'osa pas lire en pleine rue. Le battement de son cœur était déjà trop fort, et l'air nocturne trop lourd pour supporter une révélation immédiate. En longeant le vieux canal, elle aperçut un banc sur lequel reposaient encore des pétales de rose fanées, collés par l'humidité. Elle s'assit, les doigts tremblants, et tourna enfin la première page. Les mots lui parurent brouillés d'abord, mais au fil des lignes, une voix surgit dans sa mémoire. La voix familière qu'elle croyait perdue. Il écrivait sur ses promenades nocturnes, sur les passants qu'il observait, sur un vieil homme qu'il rencontrait presque chaque soir et qui lui parlait d'oiseaux, de solitude et d'oubli. Claire frissonna. Elle connaissait cet homme. Elle l'avait croisé elle aussi, sans jamais comprendre pourquoi il lui adressait parfois un regard insistant, comme s'il savait déjà quelque chose d'elle. Les pages suivantes racontaient une habitude étrange. Son frère déposait chaque matin, en secret, un dessin dans la poche de leur père veuf. Des croquis simples, une maison, un arbre, un soleil, parfois un oiseau. « Pour qu'il n'oublie pas que je l'aime », avait-il noté. Claire sentit une chaleur douloureuse lui envahir la poitrine. Elle revoyait leur père, chaque matin, sourire brièvement en trouvant ce dessin, sans jamais révéler qu'il en connaissait l'auteur. Elle comprit soudain que ce geste silencieux avait été un fil fragile qui les avait tenus debout tous les trois, sans qu'elle-même n'en saisisse l'importance à l'époque. Le vent fit tourner une page du carnet, dévoilant une phrase griffonnée à la hâte. « Si un jour je ne reviens pas, demande au vieil homme au canal. » Ses mains se crispèrent, son souffle se coupa. La mention n'était pas anodine. Le vieil homme dont il parlait était le même qu'elle avait vu, chaque matin, parler aux oiseaux sur la place déserte, celui que personne d'autre ne semblait remarquer. Était-ce un délire d'adolescent, ou bien une vérité cachée, tapie derrière les murmures de la ville? Claire se leva, poussée par une impulsion qu'elle ne contrôlait plus. Ses pas la guidèrent vers la maison décrépite au bord du canal, celle que l'on disait abandonnée. Elle s'approcha du portail rouillé, l'oreille attentive. À travers la nuit, elle perçut un sifflement clair, semblable à l'appel d'un merle. Puis une voix basse, apaisante, murmurait des mots qu'elle ne comprit pas. Elle sentit la chair de poule courir le long de ses bras. C'était lui, le vieil homme. Elle hésita à frapper, à se dévoiler, mais un souvenir la retint. Son frère, un soir d'hiver, lui avait dit en riant « Si jamais je disparais, suis les oiseaux. » À l'époque,
Elle avait cru à une blague. Aujourd'hui, ses paroles résonnaient comme une énigme tragiquement réelle. Ses doigts se posèrent sur le bois écaillé de la porte. Elle s'apprêtait à frapper quand celle-ci s'ouvrit d'elle-même, lentement, dans un grincement prolongé, comme si quelqu'un l'attendait depuis longtemps déjà. L'intérieur n'était qu'ombre et silence, mais un parfum de cire et de tabac froid s'en échappait. Claire sentit ses jambes vaciller, mais le carnet serré contre sa poitrine lui donnait le courage d'avancer. Elle franchit le seuil sans se retourner. Dans les jours qui suivirent, la petite ville semblait respirer plus calmement, comme si le silence avait choisi de poser un voile apaisant sur chaque ruelle. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il vibrait de secrets hausses, de regards fuyants, d'émotions retenues qui circulaient comme des courants invisibles. La vieille femme au manteau bleu continuait ses promenades, mais désormais, on l'attendait. Les enfants, d'abord par curiosité, puis par une sorte de rituel, cherchaient à croiser son chemin. Certains se cachaient derrière les troncs, guettant le moment où elle parlerait enfin. D'autres s'approchaient avec une audace timide, espérant recevoir un sourire, un mot, un signe de reconnaissance. Un matin, un garçon s'avança plus près que les autres. Il tenait une petite boîte en fer, cabossée, qu'il avait trouvée dans la remise de son père. Sans un mot, il la tendit à la vieille femme. Elle baissa les yeux, prit la boîte entre ses mains ridées et la caressa du bout des doigts comme si elle touchait une relique précieuse. Le garçon attendit, le souffle suspendu, puis elle la lui rendit avec une lenteur infinie, en inclinant légèrement la tête, comme pour dire « merci ». Ce simple geste, à peine perceptible, se répandit parmi les enfants comme une légende. Elle avait répondu, pas avec des mots, mais avec ce signe muet qui valait plus qu'un discours. Les adultes, eux, continuaient à observer de loin, partagés entre méfiance et fascination. Certains disaient qu'elle avait perdu un fils, d'autres parlaient d'un mari disparu dans une guerre lointaine. Mais personne ne savait, et peut-être personne ne voulait vraiment savoir, car son mystère tenait la ville en éveil, comme une veilleuse qu'on n'ose pas éteindre. La boulangère, en lui tendant un petit pain chaud, remarqua qu'elle fermait les yeux un instant avant de le prendre, comme pour inhaler l'odeur et la mémoire d'une époque révolue. Le facteur, en croisant son chemin, baissait toujours son chapeau plus bas qu'avec quiconque, comme si elle portait en elle une autorité invisible. Peu à peu, certains commencèrent à modifier leurs habitudes à cause d'elle. Une femme, qui passait toujours en courant, ralentissait désormais en la croisant, comme si ses pas devaient respecter le rythme de la vieille dame. Un vieil homme, connu pour ses colères, attendait qu'elle disparaisse au coin de la rue avant d'oser élever la voix. C'était comme si sa simple présence redessinait le cadre du quotidien, imposant une gravité douce mais inébranlable. Un soir, alors que la lumière orange du crépuscule baignait les façades, une petite fille se détacha du groupe d'enfants et lui glissa une marguerite dans la main. La vieille femme resta immobile, puis leva enfin les yeux vers l'enfant. Ses pupilles semblaient contenir des lacs immenses, des paysages d'ombre et de lumière entremêlés. L'enfant n'eut pas peur, au contraire. Elle sourit, et ce sourire fut comme une fissure dans la muraille de silence. La vieille femme esquissa alors, à peine perceptible, un mouvement de lèvres, un murmure sans son qui ressemblait à un souffle perdu. Depuis ce jour, certains jurèrent l'avoir entendu prononcer un mot. Personne ne s'accordait sur lequel. Pour l'un, c'était « merci ». Pour un autre, « souviens-toi ». Et pour d'autres encore, ce n'était qu'un soupir porté par le vent. Mais ce détail alimenta toutes les conversations, comme si la ville entière avait attendu ce moment pour respirer autrement. Les jours reprenaient, et pourtant, chaque geste de la vieille femme semblait chargé d'un poids symbolique.
La façon dont elle posait ses mains sur le dossier d'un banc, dont elle s'arrêtait devant une vitrine fermée, dont elle fixait un clocher en laissant son regard se perdre dans le ciel. Chaque détail devenait matière à interprétation. Chaque silence devenait récit. Et dans ce récit collectif, les habitants projetaient leurs propres manques, leurs propres blessures, leurs propres espoirs. La pluie s'était arrêtée, mais la ville demeurait imprégnée d'une humidité lourde, comme si chaque pierre, chaque arbre, chaque façade retenait encore les larmes du ciel. Lucie marchait dans cette atmosphère moite, ses pas résonnant à peine sur les pavés luisants. Elle avait l'impression d'avancer dans une sorte de décor figé, où tout semblait suspendu, comme retenu par une main invisible. Elle n'entendait plus que le froissement de ses vêtements mouillés et le battement de son propre cœur, amplifié par l'écho des souvenirs qu'elle n'arrivait pas à chasser. Chaque coin de rue lui rappelait son père. Chaque café qu'ils fréquentaient ensemble réapparaissait devant ses yeux, avec son odeur de café noir et de pain chaud. Mais plus que tout, ce qui la hantait était la chaise vide à la table du matin. Cette absence silencieuse pesait plus que toutes les paroles, plus que toutes les disputes qu'ils avaient pu avoir. Elle aurait tant voulu, à présent, qu'il soit là pour lui dire une phrase banale, lui demander si elle avait bien dormi, ou simplement lui sourire. Mais au lieu de cela, elle devait affronter le silence et le vide, comme si ces murs devaient désormais apprendre à vivre sans lui. En longeant le fleuve, elle aperçut un vieil homme assis sur un banc, un journal déplié entre ses mains tremblantes. Ses lunettes glissaient sur son nez, et il semblait plus attentif aux passants qu'aux mots imprimés. Quand leurs regards se croisèrent, Lucie eut la sensation étrange d'être reconnue, comme si cet inconnu savait ce qu'elle portait en elle, ce poids invisible qui pliait ses épaules. Le vieillard hocha imperceptiblement la tête, un geste infime, mais qui traversa Lucie comme un rayon de soleil fugitif. Elle continua son chemin sans s'arrêter, mais cette fraction de seconde resta gravée en elle comme une marque indélébile. Plus loin, elle s'arrêta devant une librairie de quartier. La vitrine était éclairée par une lumière chaude, contrastant avec la grisaille extérieure. Sur un présentoir, un livre attira son attention. La couverture montrait une silhouette marchant seule au milieu d'un paysage brumeux. Elle entra, attirée par cette image qui semblait refléter son propre état d'âme. L'air à l'intérieur était imprégné d'odeurs de papier et d'encre, un parfum rassurant, comme un refuge. Elle feuilleta quelques pages au hasard et lut une phrase. « Le deuil est un voyage intérieur que personne ne peut accomplir à votre place, mais que chacun peut accompagner par sa présence silencieuse. » Ces mots se résonnèrent en elle avec une force telle qu'elle referma le livre rapidement, craignant presque que les lettres ne s'envolent et ne l'enveloppent tout entière. En sortant, elle croisa une petite fille tenant un ballon rouge. L'enfant souriait, insouciante, et tendit son ballon vers le ciel, comme pour offrir sa joie à la journée sombre. Lucie eut un pincement au cœur. Elle se revit, enfant, marchant main dans la main avec son père, tenant elle aussi un ballon rouge qu'il avait acheté sur un coup de tête, un de ces petits gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui deviennent des souvenirs éternels. Elle aurait voulu retenir le temps, arrêter ce moment, mais l'enfant disparut dans la foule et le ballon, emporté par une rafale, s'envola vers les nuages, comme un signe qu'on ne garde rien, que tout s'échappe. De retour chez elle, Lucie s'assit devant son bureau et prit une feuille blanche. Elle hésita longuement, le stylo tremblant entre ses doigts. Puis, lentement, elle écrivit une lettre à son père. Les mots coulaient comme une confession intime. Elle lui parlait de ses peurs, de ses regrets, de sa colère parfois, mais surtout de son amour. Elle lui écrivait qu'elle n'avait pas su lui dire assez souvent qu'il comptait pour elle, qu'elle l'aimait,
qu'elle lui devait la force de se relever chaque fois qu'elle tombait. Quand elle eut terminé, elle replia la lettre soigneusement, la posa dans une enveloppe qu'elle n'adressa à personne et la glissa dans le tiroir de son bureau. Ce geste, aussi dérisoire qu'il paraissait, lui donna un semblant de paix, comme si elle avait ouvert une fenêtre dans la pièce close de son cœur. La nuit tomba, et avec elle une sérénité fragile enveloppa Lucie. Les lampadaires projetaient leur halo doré sur la rue calme. Elle observa cette lumière comme un signe qu'il existait encore, dans la noirceur, des instants de douceur. Elle s'allongea, les yeux ouverts vers le plafond, et laissa une larme unique glisser sur sa joue. Non pas une larme de désespoir, mais une larme qui scellait la promesse de continuer. Pas pour oublier, mais pour honorer la mémoire de celui qui avait toujours voulu la voir sourire. Les jours suivants s'étirèrent comme une mélodie sans fin, entrecoupée de silences lourds que seule la présence des oiseaux venait adoucir. Claire s'était habituée à la figure du vieil homme, à sa silhouette immobile contre le ciel du matin, comme une note suspendue qui refusait de disparaître. Elle guettait ses gestes, le frisson léger de sa main lorsqu'il sortait un morceau de pain de sa poche, la douceur de ses yeux plissés quand un moineau s'approchait sans peur. Elle ne comprenait pas encore la raison de cette dévotion, mais elle pressentait que ce rituel portait un poids plus profond que la simple tendresse envers les animaux. Un matin, elle osa s'asseoir non loin, un carnet sur les genoux. Elle dessina à la hâte, maladroitement, les contours des oiseaux qui s'attroupaient, puis son crayon glissa sur le papier pour esquisser l'homme, ses épaules voûtées, ses doigts qui tremblaient. Quand il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Pas un mot ne fut prononcé, mais dans ses pupilles claires, elle lut une gratitude muette, comme si son geste avait allégé une peine invisible. À partir de ce jour, Claire multiplia ses visites matinales. Elle ne cherchait pas à briser le silence, mais à partager ce temps suspendu, à s'imprégner de la paix fragile qui flottait autour de lui. Parfois, elle lui apportait une pomme qu'elle déposait à côté, parfois seulement un sourire. Le vieil homme ne disait rien, mais ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, comme si cette compagnie inattendue réveillait quelque chose en lui. Elle commença à remarquer des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Une médaille militaire ternie attachée à sa veste, des initiales gravées discrètement sur son vieux banc de bois, un carnet usé qu'il consultait parfois, puis rangeait aussitôt dès qu'il sentait son regard. Une brise fraîche souffla un matin de novembre, emportant les feuilles mortes dans un tourbillon doré. Claire serra son écharpe autour de son cou et vit que l'homme avait du mal à se lever. Elle s'approcha instinctivement, posant une main hésitante sur son bras pour l'aider. Il tressaillit, comme surpris par la chaleur humaine, puis hocha la tête, acceptant son soutien sans un mot. Dans ce bref contact, elle sentit un monde entier de solitude accumulée, de combats intérieurs, de résilience silencieuse. À cet instant, elle comprit qu'elle n'était plus simplement une spectatrice de son rituel, mais qu'elle en faisait désormais partie. Elle rentra chez elle ce jour-là, avec une certitude étrange. Cette histoire n'était pas seulement la sienne, ni celle du vieil homme, ni même celle des oiseaux. C'était une histoire qui les liait tous. Une histoire fragile qui battait doucement dans le froid du matin et qui commençait à prendre racine dans son propre cœur. L'automne s'enfonçait plus profondément dans la ville et les rues se couvraient d'un tapis d'or et de brun, craquant sous les pas des rares passants. Claire marchait chaque matin vers le canal, le carnet serré contre elle, le souffle court mais le cœur plus léger. Elle avait appris à reconnaître la routine du vieil homme, le moment exact où il déposait quelques miettes pour les oiseaux, le frisson discret de ses mains lorsqu'il effleurait leur plumage,
le silence qu'il gardait pour protéger ses instants fragiles de l'indifférence du monde. Un jour, elle remarqua une fissure dans le vieux banc sur lequel il s'asseyait toujours. Elle posa ses mains dessus, et ses doigts rencontrèrent une surface rugueuse, à moitié dissimulée par la peinture écaillée. Elle fronça les sourcils. Quelque chose avait été gravé, un symbole à peine perceptible, comme un code oublié. Elle tenta de comprendre, de déchiffrer, mais le temps semblait jouer contre elle. Chaque mouvement du vent, chaque cri d'oiseau, chaque passage d'enfant dispersait ses pensées. Elle se dit pourtant que ces marques n'étaient pas anodines, qu'elles portaient un message, un souvenir, peut-être même un avertissement. Le vieil homme la vit observer la gravure et s'approcha lentement. Son visage était fermé, mais il y avait dans ses yeux une lueur d'acquiescement. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, et ensemble, ils restèrent immobiles, écoutant le bruissement des feuilles et le clapotis de l'eau. Claire sentit un lien étrange se tisser. Ce silence partagé n'était pas vide. Il contenait toute la mémoire de ceux qui avaient marché sur ces pavés avant eux, de ceux qui avaient laissé des traces invisibles que seuls les attentifs pouvaient percevoir. Les jours suivants, Claire commença à noter tout ce qu'elle observait. Les habitudes des oiseaux, la position des bancs, les silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient dans les ruelles. Chaque détail semblait insignifiant à première vue, mais elle pressentait que ces micro-événements formaient un réseau complexe, un puzzle que personne n'avait encore osé assembler. Ses notes étaient désordonnées, presque chaotiques, mais dans le désordre, elle sentait naître un ordre secret, une logique invisible qui attendait d'être révélée. Un matin particulièrement froid, alors que le brouillard enveloppait le canal d'un voile épais, le vieil homme parla enfin. Sa voix était rauque, presque étrangère dans sa délicatesse. Les choses que l'on croit oublier ne disparaissent jamais. Elles se cachent, elles attendent qu'on les voie. Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ces mots résonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une promesse. Elle se rendit compte que son rôle n'était plus passif. Elle devenait chercheuse, gardienne de ce lien entre passé et présent, témoin des traces laissées dans le temps. Cette révélation changea sa manière d'observer. Chaque personne qu'elle croisait dans les rues, chaque mouvement d'ombre sur les murs, chaque éclat de lumière dans les vitres semblait porter un sens caché. Les passants ordinaires devenaient des indices potentiels, des fragments d'un récit plus vaste qu'elle ne pouvait encore comprendre. Et à mesure qu'elle s'immergeait dans ce monde secret, le vieil homme continuait d'être sa constante. Immobile mais présent, silencieux mais parlant à travers ses gestes, sa présence, son attention aux détails que le reste de la ville ignorait. Le brouillard finit par se lever, laissant apparaître le soleil pâle d'un matin d'hiver. Claire, debout sur le pont, contempla l'eau qui reflétait les arbres dénudés et les façades des immeubles. Elle sentit le poids des souvenirs et des secrets sur ses épaules, mais aussi une force nouvelle. Elle savait que ce qu'elle découvrait, ce qu'elle notait, ce qu'elle observait, finirait par révéler quelque chose de plus grand, quelque chose qui relierait les êtres, les gestes et les silences accumulés au fil des années. Le mystère n'était pas effrayant. Il était vivant, respirant, attendant patiemment que quelqu'un ose le suivre jusqu'au bout. L'hiver s'installa, et avec lui, le froid mordant qui rendait chaque pas douloureux. Claire se couvrait de couches de vêtements, mais la morsure de l'air glacé ne faisait que renforcer sa vigilance. Elle connaissait désormais les habitudes du vieil homme sur le canal, et chaque matin, elle le rejoignait, silencieuse, attentive à ses gestes. Les oiseaux semblaient aussi reconnaître cette routine. Moineaux, corneilles, quelques pigeons s'approchaient sans crainte, acceptant leur présence comme une évidence.
Elle se surprit à noter mentalement chaque détail. La façon dont un merle battait des ailes, comment une corneille inclinait la tête, ou le moment précis où le vieil homme tendait la main pour lancer quelques miettes. Un matin, quelque chose de nouveau attira son attention. Un ruban rouge, attaché à un poteau près du canal, flottait au vent. Il semblait récent, mais parfaitement placé, ni trop haut ni trop bas. Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Était-ce un signal? Une indication pour qu'elle regarde ailleurs ou un avertissement? Elle se rapprocha, observa le ruban sous tous les angles, mais aucune inscription, aucun signe n'y était attaché. Pourtant, quelque chose vibrait dans cet objet simple. Il portait une intention, comme si quelqu'un savait qu'elle viendrait et qu'il voulait qu'elle remarque ce petit détail au milieu de la ville silencieuse. Le vieil homme la rejoignit sans un mot, mais son regard semblait sonder le ruban avec la même intensité qu'elle. Pour la première fois, Claire sentit qu'il partageait avec elle une partie de ce secret, une partie de cette énigme qui s'étendait depuis tant d'années. Sans rien dire, il fit un geste discret de la tête, indiquant qu'il devait continuer à avancer. Ensemble, ils marchèrent le long du canal, pas à pas, comme guidés par une logique invisible. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque reflet sur l'eau semblait désormais chargé d'un sens caché. En suivant le canal, Claire remarqua un petit cahier glissé derrière une pierre, à moitié caché sous un tas de feuilles mortes. Elle s'agenouilla, le prit délicatement et l'ouvrit. Les pages étaient couvertes d'une écriture tremblante mais régulière, remplie de notes sur le canal, les oiseaux, les passants, et surtout sur les moments où le vieil homme apparaissait. C'était un journal méticuleusement tenu, presque obsessionnel, mais chaque mot portait une émotion, une inquiétude, une attention à l'invisible. Claire comprit alors que quelqu'un avait suivi ses propres habitudes depuis des années, documentant chaque détail dans l'espoir qu'un jour quelqu'un lirait ses traces. Le vent souffla plus fort et les feuilles tourbillonnèrent autour d'elle comme des spectres silencieux. Elle lut en silence, absorbant chaque ligne, chaque dessin, chaque annotation. Une phrase attira particulièrement son attention. Quand tout semble perdu, regarde les mains qui donnent sans bruit. Claire sentit son souffle se couper. Elle comprit que ce texte n'était pas seulement une observation, mais un guide, une clé pour comprendre ce qui échappait à la logique du monde ordinaire. Ce jour-là, le canal, la vieille ville et les bancs familiers se transformèrent en un théâtre secret, où chaque détail, chaque geste, chaque silence prenait un sens nouveau. Claire sut qu'elle n'était plus seulement spectatrice. Elle devenait partie intégrante de ce mystère, actrice silencieuse d'une intrigue qui avait traversé les années et les absences, prête à découvrir ce que personne n'avait su voir jusqu'ici. Et dans le froid du matin, avec les oiseaux comme seuls témoins, elle sentit pour la première fois qu'une révélation, douce mais puissante, était sur le point de se manifester. Les jours suivants, la ville semblait retenir son souffle. Chaque matin, Claire se dirigeait vers le canal avec le carnet et le journal trouvé derrière la pierre, sentant que chaque pas la rapprochait d'une vérité, encore floue mais irrésistible. Le vieil homme l'attendait, immobile, silhouette fragile dans la lumière grise de l'hiver. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, comme s'il pressentait que le secret qu'il portait depuis tant d'années allait enfin être compris. Les oiseaux, eux, semblaient plus nombreux, comme s'ils pressentaient eux aussi cette tension invisible, vibrant autour de leur gardien silencieux. Un matin, Claire remarqua que certaines pages du journal contenaient des annotations plus récentes, à peine lisibles, presque effacées par l'humidité. Des indications de lieux, de mouvements, de moments précis où le vieil homme s'était déplacé. Tout était codé,
minutieux, précis, comme un plan tracé avec patience et obsession. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Quelqu'un avait observé chaque détail de la ville, de ses habitants, et avait voulu laisser un message, une trace que seule une personne attentive pouvait suivre. Ce message semblait parler directement à elle, la guidant dans un labyrinthe de silence et de gestes subtils. Le vent fit bruisser les feuilles mortes le long du canal, et dans ce murmure, Claire crut entendre des voix. Pas des voix humaines, mais un chœur de souvenirs, de présence invisible, de vie suspendue dans le temps. Chaque pas sur les pavés résonnait comme un écho de ces vies disparues, de ces secrets enfouis dans le quotidien des ruelles et des bancs oubliés. Elle sentit l'angoisse mêlée à l'excitation. Elle était proche de quelque chose, mais quoi exactement? Chaque geste du vieil homme, chaque inclinaison de tête, chaque regard vers le ciel semblait contenir une clé. Soudain, derrière une haie, elle aperçut une pulture. Une petite boîte en métal, rouillée mais intacte. Elle s'approcha lentement, posant ses mains sur le couvercle et respirant profondément. Le cœur battant, elle souleva le couvercle et découvrit à l'intérieur un ensemble de dessins, lettres et photographies soigneusement pliées. Les visages étaient ceux d'enfants, de voisins, de passants, mais tout semblait lié par un fil invisible. Un réseau de relations, de souvenirs, de gestes silencieux, capturés par le vieil homme au fil des années. Claire comprit qu'elle tenait entre ses mains un témoignage de vies oubliées, de moments insignifiants devenus essentiels, et surtout, un indice vers le mystère qui avait hanté le quartier depuis 1999. Le vieil homme s'assit à ses côtés, silencieux. Elle leva les yeux et rencontra son regard, et pour la première fois, elle sentit qu'il lui faisait confiance. Sans un mot, il désigna le carnet et les photographies, puis la poussa doucement vers direction qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Un petit chemin entre deux maisons, à peine visible sous la neige. Claire comprit que ce chemin menait à la réponse qu'ils cherchaient tous les deux depuis des années. Elle avança, chaque pas mesuré, chaque respiration suspendue, sentant l'ombre du passé se mêler au présent, prête à révéler ce que personne n'avait su voir. Au bout du chemin, une porte discrète, à moitié dissimulée par le lierre, se dressait devant elle. Elle tendit la main et pour la première fois depuis des années, le mystère sembla prêt à se déployer entièrement. Le cœur battant, elle ouvrit la porte et découvrit un espace secret, une pièce remplie de souvenirs, de documents, de lettres et de photographies, un sanctuaire du temps suspendu. Et dans ce silence épais, Claire sentit que la vérité, enfin, allait se dévoiler. Claire entra dans la pièce avec précaution, le souffle court, le carnet et les photographies serrées contre elle. L'air était chargé d'une odeur de papier ancien et de bois humide, mélange de souvenirs oubliés et de temps suspendus. Chaque détail captait son regard. Des croquis soigneusement posés sur une table, des lettres pliées avec une précision presque obsessionnelle, des photographies jaunies alignées comme une galerie secrète. Elle comprit soudain que cet endroit n'était pas seulement un refuge, mais un témoignage vivant de toutes les vies qui avaient frôlé la sienne, de tous les gestes silencieux qui avaient construit un fil invisible entre les êtres. Le vieil homme resta derrière elle, immobile, observant sans un mot. Ses yeux reflétaient à la fois l'anxiété et l'espoir, comme si toute la solitude accumulée depuis des décennies se trouvait contenue dans ce moment unique. Claire parcourut les lettres et les dessins, découvrant des fragments d'enfance, des secrets d'adolescence, des messages laissés dans le silence, des appels muets vers le monde extérieur. Tout prenait sens maintenant.
Les bancs, les oiseaux, les rubans, les notes cachées, tout faisait partie d'une logique invisible, d'un langage secret que seul le temps pouvait enseigner. Soudain, elle tomba sur un dessin différent des autres. Sur le papier, une silhouette marchait seule sur le canal, un ballon rouge à la main. Les traits étaient simples mais puissants, empreints d'une mélancolie et d'une tendresse infinie. Claire sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était elle, enfant, marchant aux côtés de son frère disparu. Les lettres accompagnaient le dessin, expliquant chaque geste, chaque mot jamais prononcé, chaque regard échangé dans le silence. Elle comprit alors que le vieil homme avait été le gardien de ses souvenirs, le témoin invisible des vies entremêlées, le lien entre les absents et les vivants. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle ne les retint pas. Elle laissa couler la tristesse et la reconnaissance en même temps, comme un flot qui purifie et libère. Tout ce temps, elle avait cherché des réponses dans le monde extérieur, dans les rues, dans les voix des passants, et la vérité était ici, dans cette pièce secrète, dans ce sanctuaire du temps, conservé par un homme qui avait su protéger la mémoire avec patience et amour silencieux. Le vieil homme s'avança alors, lentement, et posa sa main sur l'épaule de Claire. Ce simple geste était lourd de sens, une transmission silencieuse de courage et de réconfort. Claire leva les yeux et comprit que la boucle était bouclée. La douleur, la perte, l'obsession, la solitude, tout avait trouvé sa place, transformé en un témoignage vivant qui continuera de vibrer bien au-delà de ce moment. Elle quitta la pièce à regret, mais avec une nouvelle force. La lumière du matin baignait la rue, le canal reflétait les couleurs pâles de l'hiver, et les oiseaux s'éveillaient dans un concert fragile mais résolu. Claire sut que, même si le monde extérieur ignorait ce sanctuaire et ses secrets, elle porterait désormais ses histoires, ses gestes, ses silences dans son cœur, comme une mémoire sacrée. Et tandis qu'elle marchait vers le pont, sentant le vent glacial caresser son visage, elle comprit que certaines vérités ne peuvent être effacées. Elles vivent dans ceux qui les reconnaissent, dans ceux qui observent, dans ceux qui continuent de marcher, silencieusement, mais avec une attention et un amour inébranlables. Le mystère était résolu, mais le souvenir, la trace, l'émotion, tout cela resterait intangible, comme un souffle suspendu dans le temps, brillant dans l'ombre et illuminant le quotidien de ceux qui ont appris à regarder et à écouter. Et dans ce calme retrouvé, Claire sut que chaque pas, chaque geste, chaque regard silencieux pouvait transformer le monde, un instant à la fois, jusqu'à ce que les histoires oubliées trouvent enfin leur voix.